Cinéma contre streaming. Alors, est-ce qu'on assiste vraiment à une bataille à mort entre les deux? Ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus complexe finalement? Une sorte de redéfinition totale de notre façon de consommer des films et des séries. D'un côté, il y a la magie de l'expérience partagée. On est tous ensemble dans une salle obscure. Le silence, les rires, les sursauts. C'est un vrai rituel social, quelque chose d'assez unique. Et de l'autre, il y a la liberté totale. Un catalogue qui semble infini, disponible dans sa poche tout le temps. C'est la promesse d'un contenu qui s'adapte à nous et pas l'inverse. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va poser les termes du match. Ensuite, on explorera la force du grand écran, puis l'incroyable montée en puissance du streaming. On va aussi plonger dans les coulisses pour voir la guerre des modèles économiques. Et on verra comment la France, comme souvent, essaye de trouver un équilibre bien à elle pour arriver à une conclusion assez surprenante, qui est peut-être plus une cohabitation qu'une confrontation. Bon, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un combat entre deux technologies. Non, c'est une vraie quête d'équilibre. En fait, les règles du jeu sont en train d'être complètement réécrites sous nos yeux. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que, malgré la facilité déconcertante du streaming, on continue d'aller dans les salles de cinéma? C'est quoi cet atout si spécial du grand écran? Eh bien, la première réponse, c'est simple. C'est la technologie. Aujourd'hui, les cinémas ne font plus que projeter un film. Ils créent un véritable spectacle. Prenez le Dolby Cinema. On a une image d'une netteté et de couleurs incroyables et en même temps un son qui nous enveloppe à 360 degrés. C'est une immersion qu'il est juste impossible de reproduire chez soi. Et c'est exactement la même logique pour l'IMAX. Là, avec ces écrans absolument gigantesques, c'est la taille elle-même qui devient l'argument principal. Ça transforme le film en un événement physique presque intimidant. On le voit bien, le cinéma mise tout sur le spectaculaire. Et visiblement, ça marche. Ce n'est pas juste une question de nostalgie. Quand on voit 181 millions d'entrées en France en 2023, on comprend que le public est vraiment de retour. C'est la preuve que ce modèle a une force bien réelle, surtout ici, en France, où le cinéma, c'est une institution. C'est un argument solide, c'est vrai. Mais en face, il est impossible d'ignorer la force de frappe et l'élan du monde du streaming. Regardons un peu les chiffres, ça donne le vertige. La portée mondiale est juste ahurissante. On parle de plus d'1 milliard d'abonnés d'ici 2025. Cette croissance folle, elle est nourrie par une accessibilité totale et une demande qui semble ne jamais s'arrêter pour du contenu à la demande. Et pour alimenter cette machine, les investissements sont colossaux. 33 milliards de dollars pour Disney, 19 pour Netflix, en une seule année. Tout cet argent sert à construire des catalogues de contenus gigantesques, pensés pour nous faire rester, mois après mois. Donc le point crucial, c'est vraiment cette combinaison gagnante. Le confort de son canapé, un prix mensuel qui reste abordable, des algorithmes qui devinent ce qu'on aime, et cet accès à un catalogue quasi infini. C'est une offre de valeur qui est extrêmement difficile à battre. Oui, cette offre est puissante, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle repose sur un modèle économique qui n'a absolument rien à voir avec celui du cinéma. Et c'est là, dans les coulisses, que la vraie tension se joue. Les deux systèmes ne sont pas du tout sur les mêmes rails. Exactement. Pour le cinéma, c'est assez simple. La rentabilité se juge film par film, avec les chiffres du box-office. Pour le streaming, l'objectif est complètement différent. Il faut maximiser la valeur de chaque abonné sur le long terme. Qu'un film cartonne ou pas, l'essentiel, c'est que l'abonnement soit renouvelé le mois suivant. Mais le revers de la médaille, c'est que cette fidélité est un vrai défi. La réalité, c'est que les plateformes sont sous une pression constante. Plus de la moitié des gens qui s'abonnent pour voir un film ou une série événement sont partis moins de 6 mois après. Ça les oblige à sortir des hits en permanence, juste pour boucher les trous. Et pour le cinéma traditionnel, la menace n'est pas juste la concurrence, c'est surtout l'érosion de ce qu'on appelle la fenêtre d'exclusivité. C'est cette période où un film n'est visible que en salle qui permet de le rentabiliser. Et c'est vital, surtout pour les films à budget moyen, qui n'ont pas la force de frappe marketing d'un blockbuster. Face à ce bras de fer, la France a mis en place une solution unique au monde. C'est un vrai outil de protection culturelle, la fameuse chronologie des médias, qui a été pensée pour obliger tout le monde à trouver un compromis. Le principe est en fait assez malin. Le système crée un calendrier pour la vie d'un film. La priorité absolue est donnée à la salle. Ensuite, bien plus tard, les plateformes peuvent diffuser le film. Et ce délai est plus ou moins court selon combien elles investissent dans la création de films français. C'est un système de donnant-donnant. Alors, après avoir regardé les forces et les faiblesses des deux camps, le consensus dans l'industrie, ce n'est pas qu'il y aura un grand vainqueur, mais plutôt qu'on se dirige vers un futur où les deux modèles vont devoir coexister et même se compléter. D'ailleurs, du côté du streaming, le discours est clair. Comme le dit le patron de Netflix, pour eux, ils ne sont pas en train de cannibaliser le marché, mais de l'agrandir. Ils créent de nouvelles sources de revenus et ils financent des projets qui, peut-être, n'auraient jamais vu le jour sans eux.
Finalement, chacun trouve un peu sa place. Le cinéma, ça devient l'occasion spéciale, l'événement, l'expérience premium qu'on va chercher pour un film en particulier. Et le streaming, c'est plus le compagnon du quotidien, celui qui offre la diversité, la facilité et un accès permanent à des milliers d'histoires. Au final, au-delà de cette guerre des modèles, le vrai, le grand défi, il est commun aux deux camps. Et c'est de réussir à créer de nouveaux grands récits, populaires, originaux. Parce que, qu'on soit dans une salle ou sur son canapé, le véritable ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est l'indifférence. Ce qui nous amène à une dernière question. Et si tout ce débat sur le support, sur le mode de distribution, était finalement secondaire? Et si la seule chose qui comptait vraiment à la fin, c'était tout simplement la puissance d'une bonne histoire?